Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition des Directs, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne, quand même qui ont émaillé la scène du Proche-Orient. De plus en plus, on trouve qu'il y a des évolutions qui se précipitent sur la scène proche-orientale. Justement, l'Égypte a exprimé ses condoléances au peuple iranien suite au décès du président iranien, du ministre des Affaires étrangères. Également, on trouve que des dizaines de milliers d'Iraniens étaient en deuil aujourd'hui, se sont rassemblés avec plus de précision ce matin, et tout ça au milieu des émissions faites par la Cour pénale internationale, la CPI, des émissions bien sûr de mandat d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité donc commis dans la bande Gaza. Également, on trouve que de plus en plus il y a une sorte d'invasion et des violences, des atrocités, entre des guillemets, des génocides perpétrés de plus en plus par les Israéliens contre les civils palestiniens dans la bande de Gaza. Et tout ça, il y avait des réactions vis-à-vis de ce qui se passe sur le terrain et de ce qui se passe dans la Cour pénale internationale. En même temps, on va trouver que l'Égypte a fait des déclarations très importantes en ce qui concerne le sujet de l'accès d'aide humanitaire et médicale à la bande de Gaza, et quelle est également la position de l'Égypte vis-à-vis de toutes ces évolutions. Donc c'est ce qu'on va savoir à travers les analyses de nos invités qui seront en ligne avec nous durant les prochaines minutes. Mais tout de suite, nous devons commencer par cette activité présidentielle au niveau local. On trouve que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent aujourd'hui sur le rôle important que joue la bibliothèque d'Alexandrie dans la propagation et dans l'approfondissement de la culture et des sciences. Monsieur le Président a fait sa déclaration en recevant ce mardi le conseil de tutelle de la bibliothèque d'Alexandrie, qui regroupe une élite de personnalités égyptiennes et internationales prépondérantes. Les explications tout de suite dans ce commentaire. La bibliothèque d'Alexandrie joue un rôle important dans la propagation et l'approfondissement de la culture et de la science, a déclaré ce mardi le président Abdel Fattah el-Sisi lors de son entretien avec le conseil de tutelle de la bibliothèque d'Alexandrie, qui regroupe une élite de personnalités égyptiennes et internationales prépondérantes, dont Dr Magdi Yaoub, Dr Akmaleddin Ehsen Orlo, ancien secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, et la secrétaire générale de la francophonie Louise Mushiki Waba. Le chef de l'État a ajouté que la bibliothèque d'Alexandrie encourage à la lecture et à la recherche, ce qui renforce le dialogue entre les civilisations, la compréhension mutuelle et la coexistence entre les peuples. Il s'y a indiqué que la prise de conscience de l'importance de la diversité culturelle et du principe de la citoyenneté est la base de la préservation de la société. Le président a appelé à ce que la bibliothèque d'Alexandrie poursuive le message qu'elle assume en vue de construire des ponts entre les différentes cultures et d'ancrer les principes de la paix et du développement. El-Sisi a mis l'accent sur l'importance qu'accorde l'État à ce que la bibliothèque d'Alexandrie présente des activités et des idées créatives et œuvre en vue d'approfondir l'intérêt des jeunes à la culture et aux sciences. De leur côté, les membres du conseil de tutelle de la bibliothèque d'Alexandrie ont valorisé le soutien continu qu'ils reçoivent de la part de l'État pour garantir que la bibliothèque assume son rôle culturel historique. Ils ont aussi rendu hommage à l'intérêt qu'accorde personnellement le président el-Sisi aux activités de la bibliothèque. Au cours de cet entretien, un dialogue ouvert a eu lieu concernant les derniers développements régionaux et internationaux.
au niveau proche-oriental, l'Égypte a exprimé ses condoléances au peuple iranien suite au décès du président iranien, du ministre iranien des Affaires étrangères, dans un accident. L'Égypte a également exprimé la solidarité, ou sa solidarité avec plus de précision, avec les dirigeants, le peuple iranien dans cette terrible tragédie. A rappelé que l'hélicoptère du président iranien Ibrahim Raïssi s'est écrasé dimanche dans le nord-ouest du pays. Et a rappelé également que des dizaines de milliers d'Iraniens en deuil aujourd'hui se sont rassemblés ce matin pour le début de cérémonie de funérailles du président Ibrahim Raïssi à Tabriz, le chef-lieu de la province de l'Azerbaïdjan oriental où il est décédé dans le crash de son hélicoptère. Une foule immense couvrait la principale place de la ville, brandissant des drapeaux, des portraits du président décédé à 63 ans et des 7 autres victimes de crash. Voici le point. L'Égypte est un des premiers pays à réagir sur l'accident en exprimant sa solidarité et ses condoléances à l'Iran et au peuple. Le président Abdel Fattah el-Sisi a présenté ses condoléances à l'Iran suite au décès de son président et son ministre des Affaires étrangères. L'Égypte pleure avec une grande tristesse et une profonde douleur. Le président Ibrahim Raïssi, le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian et leur compagnon décédé suite à un douloureux accident dimanche 19 mai, a déclaré la présidence dans un communiqué publié hier. On prie Dieu le Tout-Puissant pour que le président iranien décédé et les défunts reposent dans sa miséricorde et accorde leur patience et réconfort des familles, a exprimé le président Al-Sisi dans le communiqué. Le président a exprimé la solidarité de l'Égypte avec les dirigeants et le peuple iranien dans cette terrible tragédie. Les échanges diplomatiques entre l'Égypte et l'Iran se sont intensifiés ces derniers mois. Les deux présidents se sont rencontrés pour la première fois en novembre. Le corps du président iranien Ibrahim Raïssi a été retrouvé hier sur les lieux du crash d'un hélicoptère dans une zone escarpée et boisée. Cet accident s'est produit à cause du brouillard épais qu'il y avait dans la région et des fortes pluies, selon un journaliste iranien présent sur place. Le président élu depuis 3 ans rentrait en hélicoptère après l'inauguration d'un barrage. 5 jours de deuil national viennent d'être décrétés par le guide suprême iranien Ali Khamenei, le vrai détenteur du pouvoir en Iran. Le président décédé n'était qu'une sorte de premier ministre, un exécutant. L'ayatollah a déclaré dans la matinée que la continuité sera assurée. Il n'y aura pas de perturbation dans le travail du pays, a-t-il ajouté. La présidentielle se tiendra dans 50 jours. Donc, comme je vous ai souligné au début de cette édition, les évolutions ou les événements se précipitent de plus en plus très rapidement sur la scène proche-orientale. Justement, on a trouvé que la Cour pénale internationale, la CPI, a déclaré avoir émis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis dans la bande de Gaza. Le procureur de la CPI évoque également des crimes tels que les crimes d'affamer délibérément des civils, le crime homicide intentionnel et l'extermination ou meurtre intentionnel également. On va savoir plus de détails et des éclaircissements dans ce commentaire. Un puissant signal envoyé à Israël. La Cour pénale internationale, la CPI, pourrait délivrer un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahu. Le procureur général Karim Khan a en effet demandé hier des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien, son ministre de la Défense, Yoav Gallant,
pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans la bande de Gaza. Un panel de 3 juges de la CPI sera chargé de se prononcer. Nous affirmons que les crimes contre l'humanité visés dans les requêtes s'inscrivaient dans le prolongement d'une attaque généralisée et systématique dirigée contre la population civile palestinienne dans la poursuite de la politique d'une organisation. D'après nos constatations, certains de ces crimes continuent d'être commis, a déclaré Karim Khan en référence à Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. Il liste notamment comme crime présumé le fait d'affamer délibérément des civils, homicide intentionnel et extermination et meurtre. Si les juges de la CPI décident d'émettre le mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, cela signifie qu'en théorie, n'importe lequel des 124 États membres de la CPI serait obligé de l'arrêter s'il se rend sur leur territoire. Mais même si le mandat d'arrêt pourrait compliquer certains déplacements de Netanyahou, la Cour ne dispose d'aucune force de police pour faire appliquer ces mandats et s'appuie sur la volonté des États membres de jouer le jeu. Karim Khan a également demandé la délivrance de mandats d'arrêt contre 3 dirigeants du Hamas, Yahya Sinwar, chef du groupe palestinien à Gaza, Mohamed Dif, chef des brigades Al-Qassem, et Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, pour des crimes présumés commis depuis le 7 octobre en Israël et à Gaza. En réaction, le Hamas a dit condamner fermement la décision du procureur de la Cour et dénoncer ses tentatives d'assimiler la victime au bourreau. La requête déposée par le procureur de la Cour pénale internationale et qui vise le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité a été une nouvelle reçue avec beaucoup de colère par les autorités israéliennes. Netanyahou l'a rejeté avec dégoût et le chef de la diplomatie israélienne a dénoncé une décision scandaleuse et un déshonneur historique de la Cour pénale internationale, ajoutant qu'Israël entend lutter contre cette décision. Le président américain Joe Biden a bien entendu défendu Israël face à la justice internationale, jugeant scandaleuse la demande de mandat d'arrêt contre des dirigeants israéliens. Son chef de la diplomatie, Anthony Blinken, a déclaré que la démarche du magistrat était une honte. L'Allemagne a regretté la demande simultanée du procureur qui donne, selon Berlin, l'impression d'une fausse équivalence entre les dirigeants israéliens et ceux du Hamas. La France a, elle, officiellement annoncé soutenir la Cour pénale internationale, son indépendance et la lutte contre l'impunité dans toutes les situations. Plusieurs dirigeants de la gauche française se sont félicités de l'annonce de la CPI. Donc actuellement j'ai en ligne de l'intérêt international Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, ex-ministre adjointe des Affaires étrangères. Madame Wafa Bassim, vous êtes toujours la bienvenue sur l'intérêt international. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'intérêt international. Permettez-moi de vous poser cette question. Quelle était votre lecture, ou vos lectures quand même, concernant ce mandat d'arrêt émis contre des responsables gouvernementaux au sein d'Israël et contre des leaders au sein du Hamas vis-à-vis de la guerre dans la bande de Gaza? Il faut tout d'abord se rappeler que cette question était mise, la question des événements à Gaza, des tragédies qui sont là, qu'elles étaient déjà posées devant la Cour pénale internationale depuis déjà quelques mois. Et on a vu la réaction préliminaire de M. Khan était qu'il hésitait encore de traiter le cas comme un cas de génocide, puisqu'il n'y avait pas de preuves encore établies de présence de génocide, ce qui a poussé l'Afrique du Sud, comme nous le savons bien, de présenter le cas devant
la Cour internationale de justice et d'accuser Israël de commettre de crimes de génocide dans les territoires occupés à Gaza et inclus à Rafah actuellement. De là, une démarche que l'Égypte a récemment rejointe, la Cour a demandé comme mesure préliminaire et parmi un certain nombre de ces préliminaires, donc l'arrêt des combats, la facilitation de l'entrée de l'aide humanitaire, mais il y avait aussi de présenter un rapport des mesures qu'Israël a prises pour répondre aux demandes de la Cour internationale de justice et aussi de ne pas effacer n'importe quelle preuve qui prouve qui montre qu'il y a eu génocide et de présenter un rapport dans le délai d'un mois. Ouais. Jusqu'à maintenant, aucune de ces mesures n'a été répondue par l'État israélien. Ouais. D'autre part, alors il y avait maintenant, après maintes demandes de plusieurs pays, depuis quelques mois, la Cour internationale, la Cour pénale internationale, à travers le prosécuteur général, a demandé maintenant la sortie d'une demande de warrant, mandat d'arrêt? Un mandat d'arrêt contre les leaders israéliens Netanyahou et son ministre d'affaires de défense, mais également aussi contre le leader de Hamas et de la résistance palestinienne et même du chef du bureau politique. Essayons quand même de créer une espèce d'équilibre et de faire passer ou de faire montrer qu'elle agissait en pleine, disons, en pleine impartialité, et le procureur général a dit qu'il y avait des preuves d'ici de là qu'il y a eu des violations de droits humains, de droits humanitaires et de crimes contre l'humanité. De part et d'autre. C'est une façon quand même de ne pas susciter la colère exceptionnelle, non pas d'Israël seulement, mais aussi de ses alliés. Oui. Donc, encore une fois, si on va jeter plus de lumière sur les réactions des différents pays vis-à-vis de ces mandats d'arrêt émis par la CPI. Bien sûr, vous avez suivi que le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a affirmé le soutien de son pays aux décisions de la Cour pénale internationale concernant ce sujet. Le président américain Joe Biden a pris la défense d'Israël face à la justice internationale, jugeant scandaleuse la demande de mandat d'arrêt contre des dirigeants israéliens, et il a également balayé l'accusation de génocide pour l'offensive à Gaza. La France a dit soutenir la Cour pénale internationale et à soutenir également l'indépendance de la Cour pénale internationale. La Chine a de son côté dit espérer que la Cour pénale internationale maintiendra après ces mandats d'arrêt une position objective et impartiale, et qu'elle exercera également ses pouvoirs conformément à la loi. L'Allemagne a elle aussi regretté que la décision du procureur de la CPI donne une impression fausse
d'équivalence entre les responsables des deux partis, les responsables d'un État israélien et d'un mouvement palestinien. Et en même temps, on trouve que Hamas a dit que c'était une décision ou un mandat d'arrêt qui a amalgamé les choses, qui a amalgamé ou quand même qui a mélangé entre les bourreaux, qui sont les occupants israéliens, et les victimes, qui sont les Palestiniens. Comment vous avez vu de telles réactions? Je peux facilement classifier les réactions jusqu'à maintenant, puisqu'on n'a pas encore toutes les réactions du monde entier. Nous en avons quelques-unes. Déjà, la position égyptienne est bien claire, qui a été discutée. Vous avez cité quelques réactions de pays arabes, de forces internationales, mais moi j'irais plutôt du côté de classifier en trois groupes. Il y aura ceux qui soutiendraient totalement la demande d'arrêt de la part de la Cour pénale internationale et trouveraient que c'est la moindre des choses, tout en critiquant quand même le fait qu'il y a comme égaux celui qui a fait l'attaque, le bourreau et la victime. Le deuxième groupe sera celui qui essaiera de se présenter comme, disons, très impartiel et non pas prenant un des deux côtés, mais encourageant les mesures prises par la Cour pénale internationale, dont vous avez cité par exemple la France. Oui. Oui. On va voir il y a quelques jours oui. quels seraient les pays qui vont se joindre à ce groupe-là, le groupe d'impartialité, ainsi de suite. Oui. Il y a le troisième groupe qui est toujours les alliés d'Israël, qui ne va pas changer de position, malgré tous les arguments, toutes les preuves, tout ce qui se passe. Et à la tête de ce groupe-là, vous trouverez les États-Unis avec vraiment une déclaration présidentielle à très forte langue qui attaque carrément la Cour pénale. Vous trouverez qui se joindront là la Grande-Bretagne. Nous avons vu les déclarations de M. Sunak à Vienne, dans une sorte de... Madame l'ambassadrice, vous trouverez la position de l'Allemagne, et d'autres vont se joindre à cela et vont, disons, voir que il y a la criminalité et à la part de Hamas, et un groupe terroriste. Madame l'ambassadrice, en fait j'ai deux autres questions. Tout d'abord concernant la force de la CPI sur Israël. Parce que j'ai entendu parler qu'il n'y a pas de force, il n'y a pas de pouvoir sur Israël de la part de la CPI. Autre question, c'est l'impact de ça sur le terrain. Est-ce que ça va freiner les forces d'occupation israéliennes de perpétrer jour et nuit des atrocités, des génocides contre l'humanité, contre les Palestiniens, au vu au sud de tout le monde, et avec comment je peux dire, avec ces manières aveugles prises par exemple par les États-Unis ou les autres grandes puissances européennes. Et je vais vous donner l'espace pour répondre après cette déclaration faite par M.
Choukri, qui a dit que le terminal terrestre de Rafah, le besoin humanitaire des Palestiniens dont la bande de Gaza constitue des priorités absolues de l'Égypte depuis le début de la guerre. C'est ce qu'a déclaré encore une fois M. Samar Choukri lors d'une entrevue avec le journal bahreïni Akhbar al-Khalij. Près de 65% à 70% de l'aide humanitaire est envoyée par l'Égypte, que ce soit par le gouvernement ou par la société civile. Il a quand même indiqué de ça. M. Choukri a estimé également l'importance de promouvoir et de développer les aspects économiques, commerciaux, d'investissement entre l'Égypte et la Grèce pour faire face aux défis politiques, sécuritaires et économiques actuels. Et ça, quand il était dans une, si je peux dire, dans une rencontre et des entrevues avec son homologue grec, M. Georges Gerapetetis. Et M. Choukri a mis en garde contre les répercussions négatives de l'expansion des opérations militaires israéliennes à Rafah lors d'une conférence de presse tenue lundi à mai. Et l'Égypte continue à travailler pour instaurer le cessez-le-feu à Gaza, à garantir l'acheminement d'une aide supplémentaire au secteur. Selon M. Choukri, le conflit dans la bande de Gaza ne peut être résolu qu'en mettant en œuvre la solution en deux États. Donc, ma question, encore une fois, Madame l'ambassadrice. Madame l'ambassadrice, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Oui. Quelle est votre question? Oui. Après de telles déclarations, encore une fois. Donc, comment vous allez estimer le comportement de l'occupation israélienne vis-à-vis de la bande de Gaza après de tels mandats d'arrêt? Écoutez, je n'ai même pas besoin de lire dans la boule de cristal. Hein. Déjà, les réactions israéliennes sont là, très bien vues. Il y a aussi tout ce sarcasme dans les propos des responsables israéliens à propos de la déclaration de la Cour pénale. La Cour pénale n'a pas de dents pour exécuter n'importe quelle décision qu'elle prend. D'ailleurs, c'est pas seulement la Cour pénale, mais c'est tout le système des Nations Unies, malheureusement, excepté le Conseil de sécurité, tout le chapitre 7, et qui n'est pas mis en exécution, en œuvre, à cause du veto américain la plupart du temps et d'autres veto de temps en temps, d'autres pays. Donc, nous restons à la même position. À moins que les États-Unis et que la communauté internationale exerce la plus forte pression sur tous les plans, nous resterons là où En ce qui concerne sur tous les plans, Madame l'ambassadrice, en ce qui concerne sur tous les plans, il y a toujours, on parle que peut-être après la mort de Raïssi, il y aura, je parle de l'ex-président iranien qui était décédé il y a quelques jours, donc on parle qu'il y aura une sorte de changement dans la politique ou quand même dans le comportement de l'Iran sur les terrains, notamment en ce qui concerne le soutien des groupes iraniens dans des pays arabes. Donc, est-ce que après de telles évolutions, il y aura une sorte de changement dans le cours de la guerre? Est-ce que on va de plus en plus vers l'escalade ou plutôt vers l'accalmie? Écoutez, monsieur, les spéculations jusqu'à maintenant ne sont pas fondées. Que ce soit des spéculations pour un changement ou disons la famille ou plutôt une escalation. C'est très difficile maintenant de juger, à moins que on voit d'abord qu'on sache quelle est la raison et la cause
réel de l'accident qu'a subi le président iranien et son ministre d'Affaires étrangères, qui était le grand ingénieur du dossier nucléaire de l'Iran. Le chef négociateur. Maintenant, il faut voir comment cela, le passage 30 secondes, oui. de l'autorité et aussi en Iran, ses premières positions. D'ailleurs, il y a, même selon des sarcasmes, à propos même Madame, du dessin, Madame l'ambassadrice. Des commentaires qui sont tout à fait... Madame l'ambassadrice, je dois vous dire merci beaucoup. Je dois clôturer tout de suite cette édition. Encore une fois, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Et avec ça, chers téléspectateurs, nous devons clôturer. Mais avant de vous dire adieu, ou au revoir plutôt, je dois vous laisser avec ce reportage concernant les agressions de plus en plus de la part des forces d'occupation israéliennes contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Merci et à la prochaine. Les sources médicales à Gaza ont indiqué qu'au moins 23 personnes ont été tuées lors des derniers combats, tandis que les habitants ont fait état d'affrontements intenses à Jabalia et dans le nord de la bande de Gaza. Les chars israéliens ont également entrepris des incursions limitées dans les quartiers de Wadi al-Salqa et d'Al-Qarara, près de Deir el-Balah, ville du centre de l'enclave selon des habitants. Les combats faisaient rage malgré la présence de Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, qui a appelé les forces israéliennes à entreprendre une opération ciblée plutôt qu'une offensive à grande échelle à Rafah. Mais le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a indiqué qu'il n'y aurait pas de relâchement dans l'opération de son armée, qui a pour but d'éliminer les combattants du Hamas de Rafah et de sauver les otages encore aux mains du groupe palestinien. Nous sommes engagés à élargir l'opération terrestre à Rafah jusqu'au démantèlement du Hamas et au retour des otages, a-t-il déclaré à Jack Sullivan lors de leur entretien, selon un communiqué publié par le bureau du ministère israélien de la Défense. Israël considère Rafah comme le dernier bastion des forces du Hamas. Des centaines de milliers de Palestiniens ont fui la zone qui était l'un de leurs derniers lieux de refuge. Israël a ordonné aux civils palestiniens d'évacuer certains quartiers et a commencé à avancer ses chars et ses soldats dans la ville. Selon l'UNRWA, agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, près de 810 000 personnes ont fui Rafah, soit près de la moitié de la population avant-guerre. Au moins 35 000 Palestiniens ont été tués dans l'enclave depuis le début de la guerre, selon le ministère palestinien de la Santé. Les ONG ont alerté sur les risques imminents de famine et les pénuries de carburant et d'équipements médicaux. Les combats sont intenses dans la ville de Jabalia, qui abrite le plus grand camp des 8 camps de réfugiés historiques de Gaza depuis une dizaine de jours. Les combats ont lieu dans le cœur du camp et dans des ruelles étroites où les soldats israéliens n'avaient jamais pénétré auparavant, ont rapporté les habitants. La branche armée du Hamas et son allié le djihad islamique ont annoncé que leurs combattants ont lancé des roquettes anti-tanks et des bombes aux mortiers contre les forces israéliennes qui opéraient dans l'enclave palestinienne. La branche armée du Hamas a déclaré que des affrontements au sol avaient lieu dans les alentours de Rafah.